Il est l'heure, donc on va reprendre. Et donc avec donc un exposé qui sera donné par Grégoire Borst, qui est professeur de psychologie à l'Université Paris-Descartes et qui est le directeur du laboratoire de psychologie du développement et de l'éducation de l'enfant. Grégoire va nous parler de système 1 et système 2, je pense un sujet que je pense important pour nous, puisque on va attendre que Grégoire nous en parle, mais je voudrais éventuellement qu'on discute ensuite, lors de la session de discussion, effectivement, de la comparaison, on va dire, entre le système 1 et ce qui peut se faire à l'aide des méthodes statistiques de type deep learning, et du système 2 en comparaison avec ce qui se fait en IA plus symbolique, en fait. Et donc, je pense que c'est important de savoir, alors déjà, si cette comparaison peut tenir la route, et puis ensuite, justement, comprendre un peu mieux comment cela fonctionne chez l'humain et comment ces deux systèmes sont articulés. Je pense pourrait avoir beaucoup d'impact et beaucoup d'intérêt pour le développement de l'IA, et en particulier pour l'IA hybride, qui est une des grandes thématiques actuelles, en tout cas, un des grands défis actuels de l'IA. Donc, Grégoire, si tu peux commencer. Oups. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer de partager mon écran. Cela arrêtera le partage. Oui, ok. Bon, hop. C'est bon, est-ce que tout le monde voit bien le PowerPoint? Normalement, il devrait être en plein écran si tout se passe bien. Parfait. Ok, bon, je fais la Sorbonne, donc de temps en temps, ça saute un peu mon réseau, mais avec un peu de chance, on arrivera à tenir. Je vais reprendre une partie des choses dont a parlé Frédéric. Il a dit plein de choses, donc en fait, c'est bien parce que ça va me faire gagner un peu de temps. Je vais peut-être moins aller dans le détail du cerveau. On fait plein de choses sur le cerveau au labo, mais c'est vrai que je suis plutôt resté sur les aspects comportementaux. Et puis, on va essayer effectivement de comprendre les interactions entre système 1 et système 2. Alors, vous verrez que j'ai écrit 2 systèmes de pensée au fondement de l'intelligence humaine, mais en fait, je vais vous parler de 3 systèmes de pensée parce que je vais beaucoup insister sur ce dont a parlé Frédéric, ce cortex préfrontal, qui est probablement finalement celui qui permet d'arbitrer, en tout cas, entre nos 2 systèmes de pensée. Et je vais en fait me focaliser un peu là-dessus. Alors, contrairement à Frédéric qui a beaucoup parlé de modèles animaux. Nous, notre modèle, alors je le dis comme ça, ça reste entre nous, mais notre modèle animal, c'est l'enfant et le bébé. Donc, ce qu'on essaye de regarder, c'est finalement comment la pensée, comment l'intelligence se construit au cours du temps pour justement essayer de comprendre comment elle peut être formalisée dans le cerveau adulte. Donc, je vais essayer de commencer là-dessus et puis progressivement, je vais essayer de montrer qu'est-ce qu'on sait du développement cérébral, qu'est-ce qu'on sait du développement de la pensée chez l'enfant et l'adolescent, quels sont les principaux biais qu'on peut essayer d'identifier, et puis prendre une autre perspective, puisque c'est aussi une spécificité du laboratoire, c'est de faire de la recherche translationnelle vers l'éducation. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire pour finalement amener à arbitrer entre ces 2 systèmes de pensée et comment on peut amener les apprenants, d'une certaine manière, à dépasser des biais systématiques dans le domaine notamment du raisonnement logique. Et qu'est-ce que ça a comme incidence dans la vie de tous les jours? Et puis, je dirais des choses qui sont assez proches de celles qu'a dit Frédéric, d'essayer de dépasser ces vieilles oppositions entre émotion et logique ou raisonnement, et montrer qu'en fait les émotions, en tout cas certains types d'émotions, peuvent être des vrais guides du raisonnement logique dans un certain nombre de contextes. Voilà, donc en gros c'est un peu ça l'enjeu. Si vous voulez regarder un peu ce qu'on fait, on a des actions de diffusion d'une partie des résultats qu'on fait au laboratoire pour le grand public qui s'appelle le 21 du LabCID. Et j'en parle parce que c'est les doctorantes et les doctorants du labo qui ont créé ce blog scientifique. Donc, je trouve ça bien aussi quand c'est nos étudiants qui se saisissent de ces problématiques-là et qui essayent de diffuser, en tout cas vers l'école, puisque ça, c'est un peu notre terrain de jeu et notre terrain de diffusion, toutes les connaissances qu'on essaie de créer au laboratoire. Voilà très rapidement ce que je voulais vous dire sur cette partie introductive. Je voulais rapidement vous dire que quand on s'intéresse finalement à l'émergence de la pensée humaine et l'émergence de l'intelligence, il faut la comprendre quand même dans ce qu'a expliqué Frédéric, c'est-à-dire dans un cerveau adulte, mais il faut aussi le comprendre dans sa dynamique développementale, avec quand même un tissu biologique particulier qui se développe de façon extrêmement lente par rapport aux autres espèces. Donc, quand on a regardé les aspects phylogénétiques que montrait Frédéric entre justement la croissance du cortex préfrontal, il faut avoir en tête qu'on est dans un système biologique qui continue à se développer pendant une grande partie du temps qu'on passe finalement dans
l'éducation formelle à l'école et à l'université. Jusqu'à 22 ans, on peut montrer que notamment la partie préfrontale du cortex va continuer à se développer. La deuxième idée, c'est que c'est ce qu'on voit au centre de ces diapositives. Ici, c'est les courbes de maturation cérébrale. En gros, c'est l'épaisseur du cortex. Le cortex, c'est la couche de 2 à 3 mm externe du cerveau et qui va se modifier, qui va s'épaissir ou au contraire diminuer au cours du développement sous l'effet de la multiplication des connexions entre les neurones. On va avoir une première phase de la maturation cérébrale où l'épaisseur du cortex va augmenter, c'est ce que vous voyez représenté sur ces courbes-là. Et puis une deuxième phase de la maturation cérébrale dans laquelle on va sélectionner certaines connexions qui vont se renforcer par des principes Hebbiens et qui vont amener progressivement à une diminution de l'épaisseur corticale. Et ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule courbe. C'est-à-dire que ce cerveau, il se développe, sa maturation, elle s'opère sur un axe postéro-antérieur des régions postérieures occipitales du cerveau jusqu'aux parties préfrontales cérébrales. Cette maturation, elle dure extrêmement longtemps et surtout, elle dure très longtemps ex utéro, à l'extérieur du ventre de la mère, et donc elle est très influencée par l'environnement. Il faut comprendre que ce développement cérébral, il est sous la pression, d'une certaine manière, d'un environnement, et que c'est particulier de l'espèce humaine, puisque dans d'autres espèces, comme chez les grands singes, la différence de maturation cérébrale par rapport à l'espèce humaine, elle est de l'ordre de 1 à 4,5. C'est-à-dire que notre cerveau se développe 4 fois et demi plus longtemps que le cerveau des grands singes. Donc, tout l'enjeu, c'est aussi de comprendre finalement l'émergence de ces deux systèmes de pensée, système 1, système 2. Et puis, j'en parlerai d'un troisième qui attire plus particulièrement notre attention parce qu'il se loge dans le cortex préfrontal, finalement, au cours de cette ontogénèse, c'est-à-dire du développement et de cette maturation cérébrale. Et puis, la dernière idée importante sur laquelle il faut insister ici, c'est que cette maturation cérébrale, elle est évidemment sous une influence forte de l'environnement dans les premières années de la vie, 0-3 ans, ce qui ne veut pas dire, contrairement à ce qu'on peut entendre parfois, notamment dans la communauté éducative, que tout se jouerait avant un âge donné. Il y a des périodes de sensibilité à l'environnement, mais il n'y a pas de période critique comme on a longtemps pensé, mais que ce n'est pas la seule période de sensibilité forte à l'environnement et que l'adolescence, sous l'effet des hormones sexuelles notamment et sous l'effet de la puberté, va entraîner, va réouvrir une période de sensibilité, ou en tout cas réouvrir, en tout cas va faire que notre cerveau est de nouveau extrêmement plastique et va se reconfigurer pendant toute la période de l'adolescence qui va perdurer au-delà de la majorité, puisque à 18 ans, en tout cas du point de vue cérébral et du point de vue de notre connaissance du cerveau, on est toujours un adolescent, ce qui crée effectivement un certain nombre de contraintes. Et puis la dernière chose, c'est la partie droite de la diapositive. On a beaucoup parlé tout à l'heure, Frédéric a beaucoup parlé de certaines boucles qui peuvent exister entre le cortex et les noyaux sous-corticaux. Il faut aussi essayer de comprendre ce cerveau comme un énorme, ça je ne vous apprends rien, comme un énorme système qui marche en réseau et avec une particularité de la maturation fonctionnelle du cerveau qui fait que les différents systèmes qui sont impliqués dans les différentes fonctions vont progressivement se spécialiser. Donc, on va avoir une spécialisation progressive, interactive, qui va s'opérer, je dirais, de façon parallèle. Donc, certains réseaux vont se spécialiser pour certaines fonctions au cours de l'ontogénèse. Et il y a un deuxième processus qui s'opère quasiment en même temps, et notamment en période de l'adolescence, qui est l'intégration progressive de ces différents réseaux les uns aux autres. Ce qui veut dire que on peut accéder à ce dont a parlé Frédéric, c'est-à-dire une certaine métacognition, c'est-à-dire une autoréflexivité par rapport au processus qu'on engage dans un contexte donné. Et donc, cette maturation fonctionnelle cérébrale, elle s'opère, il faut bien comprendre, à deux échelles, une spécialisation progressive et en même temps une intégration de ces différents réseaux les uns dans les autres pour nous permettre d'accéder finalement à une autoréflexivité par rapport au processus qu'on engage dans la résolution d'une tâche donnée. Donc, c'est aussi comme ça qu'il faut essayer de comprendre l'émergence de ces deux systèmes de pensée et comprendre cette émergence-là et comprendre que l'environnement a un effet sur l'émergence de ces systèmes et le renforcement de ces systèmes, c'est aussi un enjeu pour comprendre comment se construit l'intelligence humaine. Donc, ce que j'essayais de vous dire, c'est qu'effectivement, nous, notre terrain de jeu, c'est l'ensemble du développement, finalement, des premières semaines de vie jusqu'à, on va dire, aux jeunes adultes. On s'intéresse peu au vieillissement. Et l'enjeu aussi pour nous, c'est d'essayer de comprendre des patterns de développement de l'intelligence qui sont
moins linéaire qu'il n'y paraît. C'est-à-dire qu'effectivement, on a tous un biais qui est de considérer que l'âge est un système chronologique, donc on pense finalement l'intelligence humaine comme un système cumulatif dans lequel progressivement on va acquérir une pensée de plus en plus complexe. Sauf que ce n'est pas tout à fait ce qu'on observe en psychologie du développement. On se rend compte qu'en fait, le bébé a énormément de compétences, alors si ce n'est inné, en tout cas très précoces, qui lui permettent déjà d'avoir un certain nombre finalement, de connaissances sur le monde et d'acquérir des connaissances sur le monde. Et je voulais juste vous montrer 2-3 exemples paradigmatiques de ces compétences précoces qu'on peut mettre en évidence chez le bébé, qui réinvestissent finalement des questions qui sont assez centrales, hein, notamment dans le domaine de la philosophie, par exemple, de savoir est-ce que fondamentalement l'être humain est altruiste dès la naissance, ou est-ce que c'est la société, par ses constructions sociales, qui permet aux êtres humains d'être altruistes. Et en faisant justement de la recherche sur le bébé, on peut essayer de réinterroger ces grandes questions, et notamment dans le domaine des compétences socio-émotionnelles ou psychosociales. On a notamment montré que très tôt, les bébés expriment des préférences pour les agents dans l'environnement qui ont des comportements prosociaux. Ici, c'est une tâche toute simple, c'est ce qui est présenté à gauche de la diapositive, sur laquelle on voit une petite forme géométrique qui va avoir 2 types de comportements. Le petit triangle jaune peut soit aider ce petit cercle rouge à monter sur cette petite colline, ou alors au contraire, le carré bleu va avoir un comportement antisocial et empêcher ce petit rond rouge de monter la colline. Et ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, le bébé va exprimer des préférences, notamment par le temps de regard, entre ces 2 types de comportements. Il va avoir plutôt des préférences pour les comportements prosociaux. Alors, ça a été répliqué avec des petites peluches dans lesquelles le bébé fait un réel choix où il va s'orienter vers l'une ou l'autre des 2 peluches, et il s'oriente préférentiellement vers la peluche qui a des comportements prosociaux. Alors, à droite, c'est un autre type de comportements de compétences qu'on peut mettre en évidence chez l'enfant, alors qui est important chez le bébé, notamment pour les psychologues du développement, parce que pendant très longtemps, l'idée, c'était que la pensée humaine et la pensée abstraite se développaient relativement tardivement. On pensait qu'on était capable d'abstraction, en tout cas Jean Piaget, qui est le grand théoricien du développement de l'intelligence, pensait que l'abstraction venait à l'enfant au moment de l'adolescence. Si ce n'est que quand on regarde plus finement les patterns développementaux, et notamment chez le bébé, on peut mettre en évidence que le bébé est déjà capable de faire du raisonnement inférentiel bayésien. C'est-à-dire que si vous faites un tirage dans une urne dans lequel vous n'avez pas accès à la proportion de billes rouges et blanches, et que ce tirage aboutit à 4 billes rouges et 1 bille blanche, et que quand vous révélez la proportion de billes rouges et blanches, il y a plus de billes blanches que de billes rouges dans l'urne, le bébé est surpris. Donc, il a bien effectivement des attentes par rapport à ce. Et donc, s'il a des attentes par rapport à la proportion de billes rouges et blanches, c'est bien qu'il a fait ce raisonnement inférentiel-là. Donc, il faut bien comprendre que le développement de l'intelligence, ce n'est pas quelque chose de très linéaire. Et en fait, souvent, il y a des espèces de paradoxes. En tout cas, si on pense le développement cognitif et le développement de l'intelligence comme quelque chose de très cumulatif, d'un système finalement qui aurait très peu d'accès à l'abstraction, à un système cognitif qui serait finalement, au moment de l'adolescence, qui accéderait à une abstraction logique. Alors, on peut aussi le montrer dans le domaine notamment des compétences proto-mathématiques du bébé. Ici, c'est une expérience qui a été menée dans les années 2000, enfin, début des années 90, pardon, qui montrait que le bébé avait aussi accès à des compétences proto-mathématiques comme l'arithmétique simple. Ici, c'est une petite expérience dans laquelle vous jouez avec des figurines. Cette figurine rentre sur une scène, scène d'un théâtre. Ensuite, vous remontez un cache. C'est ce que vous voyez sur la partie droite de la diapositive en bleu. Et puis ensuite, il y a un deuxième personnage, un deuxième Mickey qui rentre sur la scène, qui va se placer derrière le cache. Et quand on baisse le cache, il y a 2 possibilités. Il y a une possibilité possible ou impossible. La possibilité possible, c'est 1 plus 1 égale 2. Et puis une situation impossible dans laquelle 1 plus 1 donne un seul Mickey. Et de façon surprenante, dès 4 mois, le bébé va être surpris quand 1 plus 1 aboutit à 1 et pas à 2. Donc, encore une fois, il a en tout cas des attentes par rapport à un certain nombre de phénomènes dans son environnement, et notamment sur les phénomènes mathématiques. Alors, ce qui est un peu plus compliqué à comprendre dans la construction de l'intelligence, c'est pourquoi on peut identifier certaines compétences implicites, évidemment, elles ne sont pas explicites à ce moment-là,
chez le bébé, et pour autant, on retrouve dans des contextes qui mobilisent le même type de compétences des erreurs systématiques plus tard au cours du développement. Je voulais juste vous présenter une tâche paradigmatique de la psychologie de développement qui s'appelle la tâche de conservation du nombre, qui est une tâche qui avait été développée par Jean Piaget, qui est une tâche extrêmement importante parce que c'est une tâche qui permet finalement d'évaluer la construction du degré d'abstraction sur le concept du nombre des enfants. La tâche est toute simple. Vous présentez une première rangée de jetons à l'enfant, c'est ce que vous voyez en haut, et vous demandez simplement à l'enfant de faire une rangée pareille. Et au bout de vers 4-5 ans, il est capable, en utilisant une équivalence terme à terme, pour chaque jeton de la rangée du haut, il place un jeton dans la rangée du bas, et puis il est capable de créer 2 rangées de longueur égale et de numérosité égale. Et à ce moment-là, on lui pose la question d'équivalence, on lui demande est-ce qu'il y en a autant dans la rangée du haut que dans la rangée du bas? Et à 4-5 ans, il est capable de vous dire, sans se tromper, qu'il y en a autant dans les 2 rangées. Et le génie de Piaget, c'était de se dire, mais finalement, si on a compris, ou en tout cas acquis, l'idée que le nombre est un concept abstrait, qui en tout cas s'abstrait d'un certain nombre de grandeurs physiques non pertinentes pour la numérosité, même si je transforme la longueur d'un des 2 alignements, le bébé devrait toujours être en mesure, enfin, l'enfant devrait toujours être en mesure de me dire qu'il y en a autant dans les 2 alignements. C'est typiquement ce qu'il faisait. Une fois que l'enfant est à même de dire qu'il y en a autant dans les 2 rangées de jetons, vous écartez les jetons dans un des 2 alignements et la surprise, jusqu'à 6-7 ans, alors même que l'enfant est capable de déclarer qu'il y en a autant dans les 2 rangées, si vous écartez les jetons devant ses yeux, l'enfant va dire qu'il y en a plus dans la rangée du haut. Et pour Piaget, ça démontrait qu'il n'avait pas encore acquis la structure logique qui lui permettait de comprendre qu'effectivement, il y a une abstraction du nombre par rapport à la longueur. Et que pour comprendre cette abstraction du nombre par rapport à la longueur, ce qu'il faut aussi comprendre, d'une certaine manière, c'est que l'opération directe, écarter les jetons, peut être annulée par l'opération inverse qui consiste à rapprocher les jetons. Ce qui est intéressant, c'est que même quand l'enfant a accès à une pensée analytique et délibérative, c'est-à-dire même quand il compte les jetons, si vous avez des petits-enfants ou des enfants dans votre environnement, si vous lui faites faire la tâche, s'il a 6 ans, par exemple, 5-6 ans, il est capable de compter. Il est capable de compter jusqu'à 6. Il va compter les jetons, il va vous dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et il vous dira pour autant qu'il y en a plus dans la rangée du haut. Donc, on voit bien comment, finalement, il n'a pas totalement acquis cette notion d'abstraction du nombre par rapport à la longueur. Ce qui est très surprenant, c'est que si vous faites une tâche relativement similaire, en tout cas qui permet de tester si le bébé est capable de comprendre qu'il y a une abstraction du nombre par rapport à la longueur, un bébé à 4 mois a compris ça, de façon implicite, mais il est déjà en mesure d'exprimer une compétence implicite d'une certaine manière, alors par des temps de regard notamment et des phénomènes d'habituation et de réaction à la nouveauté qui font qu'il a compris que la numérosité n'était pas liée à la longueur. Donc là, il y a un paradoxe dans le développement. En tout cas, il y a un paradoxe si vous pensez le développement de l'intelligence humaine comme quelque chose de cumulatif dans lequel on part d'un bébé qui a finalement peu de compétences et qui, par ses apprentissages, va développer des compétences de plus en plus abstraites et de plus en plus complexes. Alors, ces paradoxes, ils ne sont pas limités au bébé jusqu'à l'enfant. On peut montrer exactement le même type de paradoxe de l'enfance à l'âge adulte. Et je voulais juste vous montrer cette tâche-là, qui est une tâche aussi emblématique de Jean Piaget, qui est une tâche qui permet d'évaluer chez l'enfant s'il comprend le principe d'inclusion des classes, l'idée qu'il y a des classes emboîtantes et des classes emboîtées. Ici, typiquement, on va faire raisonner l'enfant sur la classe emboîtante des fleurs et les classes emboîtées des marguerites et des roses. Donc, on va lui présenter 8 marguerites, on lui présente 2 roses, on cale tout avec lui, on lui dit « Est-ce que tu peux me montrer les marguerites ?» Alors, il vous montre les marguerites, il n'y a pas de problème. Il vous montre les roses. Vous lui demandez même « Mais est-ce que tu peux me montrer les fleurs ?» Il vous montre les marguerites et les roses. Et ensuite, vous posez la question de l'inclusion des classes, c'est-à-dire est-ce qu'il comprend la logique d'inclusion des classes? Et vous allez lui poser une question qui consiste à lui dire est-ce qu'il y a plus de marguerites que de fleurs? Donc, vous lui demandez finalement d'exprimer une compétence logique qui est de comprendre que, indépendamment du nombre de marguerites par rapport au nombre de roses, il y aura toujours plus de fleurs. Il y aura toujours plus de fleurs que de marguerites ou de roses. Et l'enfant, jusqu'à 6-7 ans, va avoir une difficulté dans ce contexte-là et va avoir du mal finalement à comprendre ce principe de l'inclusion des classes. Vers 8 ans, c'est à peu près calé. Alors, ce n'est pas totalement calé parce que si vous lui demandez, et on ne peut pas faire quelque chose qui ait plus de marguerites que de fleurs, pendant toute une période jusqu'à 10-11 ans, il va vous répondre bah, si, il suffit de racheter plus de marguerites. Donc, il a compris, mais jusque dans une certaine mesure, le principe d'inclusion des classes.
Mais on va dire que vers 12 ans, c'est à peu près stabilisé. Il a compris le principe d'inclusion des classes et il ne fera plus d'erreurs, en tout cas dans ce contexte-là. Ce qui est intéressant, c'est que si vous regardez les tâches emblématiques sur lesquelles il y a des biais de raisonnement chez l'adulte, et notamment toutes les tâches qu'ont développé Tversky et Kahneman, qui ont fondé finalement la neuroéconomie et cette idée finalement d'un homme économique, d'un homo economicus qui serait irrationnel, vous pouvez trouver des traces d'erreurs qui relèvent finalement d'une erreur d'inclusion des classes. Alors, je vous présente ce problème classique proposé par Kahneman et Tversky, qui est une erreur de conjonction de probabilité, dans lequel vous dites Linda a 60 ans, elle est franche, directe et intelligente, elle a obtenu sa licence de philosophie étudiante dans les années 70, elle s'est intéressée aux questions relatives à la discrimination et à la justice sociale, elle a participé à des manifestations contre le nucléaire, et on vous demande une évaluation normative ici, et on vous dit aujourd'hui est-il plus probable que Linda soit banquière ou Linda soit banquière et active dans un mouvement de lutte contre les discriminations. Si vous posez cette question-là, là on n'est pas en face à face, mais si vous posez cette question-là, de façon, la réponse la plus prévalente, c'est la réponse B. On vous répond que Linda devrait être banquière et active dans un mouvement de lutte contre les discriminations, alors même que c'est un biais de conjonction de probabilité. Il est toujours plus probable que Linda ne soit que banquière et active dans un mouvement de lutte contre les discriminations. Ce qui est intéressant, c'est que cette tâche, elle peut aussi se comprendre comme une tâche d'inclusion des classes. C'est Linda, il y a la classe des banquières, et au sein de la classe des banquières, il y a des banquières qui sont actives dans un mouvement de lutte contre les discriminations, il y en a qui jouent au golf, il y en a qui font autre chose, peu importe. Donc, on voit bien que finalement, ce développement de l'intelligence humaine, il est moins cumulatif qu'il n'y paraît. Et c'est ce qui amène finalement à renouveler les modèles du développement. On est passé de modèles du développement proposé par Jean Piaget, qui est un modèle très cumulatif du développement cognitif, dans lequel on part d'un enfant, d'un bébé qui va construire progressivement son intelligence en agissant sur le monde, et puis progressivement, par 4 stades du développement de l'intelligence, arriver au stade des opérations formelles, l'adolescent est capable de raisonner sur des propositions abstraites et d'avoir un raisonnement hypothético-déductif. Donc chez Piaget, il n'y a pas de place pour les compétences précoces que je vous ai présentées, et il n'y a pas de place non plus pour les incompétences tardives qu'on observe chez l'adulte, c'est-à-dire ces erreurs systématiques de raisonnement dans un certain nombre de contextes. Donc, comme tout modèle scientifique, quand un modèle scientifique ne permet pas de rendre compte de l'ensemble des données, et notamment des trajectoires développementales en psychologie de développement, on a changé de modèle, et à partir des années 70-80, on va avoir des modèles qui sont beaucoup plus dynamiques et non linéaires du développement cognitif, dans lequel apparemment perdu Grégoire. Finalement, on réfléchit moins en termes d'âge, et on réfléchit plus en les moins. Ouais. On t'a perdu. Ouais. 30 dernières secondes, on t'a perdu. Les 30 dernières, je ne sais pas exactement où est-ce que j'en étais il y a 30 secondes, mais c'était simplement dire que finalement, nos modèles du développement cognitif, c'est plutôt ce qu'on voit en bas à gauche de la diapositive, c'est-à-dire cette idée que finalement, au-delà de l'âge, c'est plutôt le contexte qui va avoir un effet sur la réussite et l'échec. Et que donc finalement, il faut avoir l'idée que la norme, ce n'est pas un développement cumulatif de l'intelligence, c'est plutôt un développement non linéaire et dynamique de ces systèmes qui sont en interaction et qui permettent de faire émerger une pensée complexe chez l'être humain. Ce qui veut dire que finalement, la façon dont on essaye de théoriser l'émergence de l'intelligence dans le cerveau humain aujourd'hui, en tout cas dans le laboratoire que je dirige, c'est finalement d'essayer de comprendre le développement cognitif, le développement de l'intelligence chez l'enfant et l'adolescent à travers l'émergence de 3 grands systèmes dans le cerveau humain. Un premier système qu'on appelle système 1, théorisé par Daniel Kahneman, qui est l'ensemble finalement de ce dont Frédéric a un peu parlé, c'est-à-dire l'ensemble de nos automatismes de pensée, l'ensemble de nos heuristiques, c'est-à-dire des stratégies très rapides, finalement très peu coûteuses pour notre système cognitif. On n'a pas besoin de beaucoup de ressources pour les utiliser, qui fonctionnent plutôt très bien dans un certain nombre de contextes, qui sont très adaptatives. On en a besoin parce que notre cerveau, c'est 2 à 5 % de notre masse, 20 % de notre consommation d'énergie, de glucose, et 80 % de notre consommation d'oxygène. Donc, d'une certaine manière, on a besoin d'heuristiques pour fonctionner dans notre environnement. On a besoin de stratégies automatiques
très rapide pour prendre des décisions, pour finalement faire du raisonnement approximatif. Néanmoins, dans un certain nombre de contextes, on a besoin de réengager une pensée analytique et délibérative, c'est-à-dire une espèce d'algorithme exact qui fait qu'on va passer par chaque étape du raisonnement logique pour aboutir à la solution du problème, sauf que c'est souvent une stratégie lente, très coûteuse pour notre système cognitif, et que donc notre système par défaut, c'est plutôt notre système 1, notre système des heuristiques. Et ce qu'on dit au laboratoire, c'est que finalement, c'est assez compliqué de comprendre l'émergence de l'intelligence humaine uniquement avec ces deux systèmes de pensée, et qu'on a besoin d'un troisième système de pensée qui a un rôle d'arbitre. C'est un peu ce dont a parlé Frédéric quand il parlait du cortex préfrontal. Ce cortex préfrontal, il a un rôle d'arbitrage. D'une certaine manière, il fait du monitoring en temps réel de nos erreurs et de nos échecs et de nos réussites. Et d'une certaine manière, il arbitre entre les contextes où on peut utiliser notre système 1 et les contextes dans lesquels il faut inhiber, bloquer notre système 1 pour réengager notre pensée analytique et délibérative. Et ça, ce qu'on essaie de regarder, c'est effectivement, est-ce qu'on est capable de montrer que le développement cognitif et le développement de l'intelligence peut être lié à l'émergence de ces trois grands systèmes et les interactions entre ces trois grands systèmes de pensée au cours du développement, sachant que, et ça c'est quelque chose qu'il faut bien avoir en tête, ça n'existe pas ces systèmes, ils sont purement fictifs. Si on essaye de ensuite se rattacher finalement aux processus neurocognitifs qui y sont liés, il n'y a pas un endroit du cerveau avec les heuristiques, un endroit du cerveau avec notre système analytique délibératif et un endroit de notre cerveau dans lequel il y aurait des régulations du contrôle cognitif. C'est un peu plus complexe que ça. Et c'est très probablement des problématiques de réseaux neuronaux qui sont en partie superposés, qui font qu'à un moment, il y a des interférences entre système 1 et système 2, ou en tout cas ce qu'on appelle système 1 système 2, et qu'il y a des régulations qui peuvent être soit par le cortex préfrontal, soit des régulations qui s'opèrent en fait de façon parallèle ou de compétition entre différents réseaux neuronaux. Alors, je vais juste vous montrer, je vous ai parlé de la tâche de conservation du nombre. Ce qu'on essaye, nous, de comprendre dans le labo, c'est de dire, OK, s'il y a des patterns de développement qui sont dynamiques et non linéaires, qu'est-ce qui explique qu'ils soient dynamiques et non linéaires? Qu'est-ce qui fait qu'on a un bébé qui est capable de comprendre qu'il y a une invariance du nombre par rapport à la longueur? Et qu'est-ce qui explique qu'un enfant jusqu'à 6-7 ans va se tromper dans la tâche de conservation du nombre piagétienne, ça que je vous ai déjà présenté, alors même que cette compétence implicite, il l'avait acquise à un moment de son développement. Et donc, une des façons de pouvoir répondre à ça, c'est de demander à l'enfant de résoudre cette tâche de conservation du nombre piagétienne dans une IRM, et c'est ce que Olivier Houdet a fait au milieu des années 2000. Il a demandé à une cohorte de 60 enfants âgés de 5 à 11 ans d'effectuer la tâche de conservation du nombre piagétienne dans l'IRM, et avec l'hypothèse que si cette tâche ne relève finalement que d'une tâche mathématique ou de raisonnement logico-mathématique, les structures qui devraient être engagées sont des structures qui devraient plutôt relever de notre cortex pariétal, qui est la partie du cerveau qui est très fortement engagée dans les traitements quantitatifs des objets dans notre environnement. À l'inverse, si finalement cette tâche elle relève plus de la capacité de résister à un automatisme qui s'est créé au cours de l'enfance, et cet automatisme, il est assez évident, c'est l'automatisme longueur égale nombre. Et c'est un automatisme qui est en permanence, c'est une régularité qui apparaît de façon extrêmement fréquente dans notre environnement. Et comme c'est une régularité qui apparaît de façon extrêmement fréquente dans notre environnement, ça constitue finalement une stratégie approximative qui fonctionne bien dans la plupart des environnements. Et donc, tout l'enjeu de cette recherche-là, c'était de dire, mais finalement, ce paradoxe, il peut peut-être s'expliquer du fait qu'on peut avoir des compétences implicites, mais que vient se construire un ensemble d'heuristiques, d'automatismes qui relèvent de régularités statistiques observées dans l'environnement et qui viennent progressivement, à des moments du développement, court-circuiter notre pensée analytique et délibérative, d'où l'enjeu finalement de développer cette capacité à résister à ces automatismes trompeurs dans un certain nombre de contextes. Encore une fois, ces heuristiques, elles sont hyper adaptatives. Il faut qu'on ait des heuristiques pour fonctionner dans nos environnements. Néanmoins, elles peuvent être trompeuses dans un certain nombre d'autres environnements. Et donc, si on regarde un peu le réseau qui sous-tend la réussite à la tâche de conservation du nombre, donc ce qu'on fait, c'est qu'on prend des enfants jeunes qu'on va contraster à des enfants plus âgés, puisqu'on sait que les enfants jeunes se trompent dans cette tâche-là, et on va comparer le réseau des enfants qui réussissent à cette tâche-là par rapport à ceux qui échouent dans cette tâche. Et en faisant cette soustraction d'activité dans le cerveau, on peut identifier le réseau qui sous-tend
la réussite dans la tâche de conservation du nombre. Ce qu'on observe, c'est qu'on a, c'est la partie en bleu, des réseaux qui sont ceux qu'on observe classiquement dans des tâches mathématiques. On a une activation du sillon intrapariétal. Vous savez que votre cerveau est plissé. D'ailleurs, c'est aussi un des problèmes quand on parle d'utiliser des modèles animaux, par exemple comme des modèles de la souris ou du rat. Le cerveau du rat et de la souris, c'est des cerveaux qui ne sont pas plissés. Et ça crée des problématiques quand on essaie de faire des transferts un peu trop automatiques d'un cerveau non plissé à un cerveau plissé, parce que ce qu'on a montré par exemple au laboratoire, c'est que les plis du cerveau, en fait, ils sont extrêmement informatifs et qui créent des contraintes cérébrales sur les apprentissages ultérieurs. Donc, toujours est-il qu'ici, ce qu'on observe, c'est qu'une activation dans le sillon intrapariétal, donc c'est dans un de ces plis, dans le cortex pariétal, c'est-à-dire en gros à peu près ici. Donc ça, c'était attendu. C'est une tâche numérique, il y a une activation dans le sillon intrapariétal. Néanmoins, on trouve des activations ailleurs dans le cerveau, et notamment, on trouve des activations dans le cortex préfrontal, et notamment dans le gyrus inférieur frontal droit. Alors, le gyrus, c'est une des petites vallées, il y a des sillons, et puis il y a des petites collines sur le cerveau. Les gyrus, c'est les petites collines du cerveau. Et donc, on a une activation de cette région-là, dont on sait qu'elle est très impliquée justement dans tous les processus de contrôle cognitif et de résistance ou d'inhibition d'heuristique. Et donc, ce que ça démontre ici, c'est qu'effectivement, la réussite à la tâche de conservation du nombre, contrairement à ce que pouvait le penser Piaget, ce n'est pas un nouveau stade de la pensée logique de l'enfant, c'est la capacité à un moment pour le cerveau de l'enfant de résister à un automatisme qui s'est renforcé au cours de l'enfance, et cet automatisme, c'est longueur également. Ce qui est intéressant, c'est que cet automatisme, il n'est pas renforcé simplement par, je dirais, une observation de régularité statistique dans l'environnement, il est aussi renforcé parfois dans des situations d'apprentissage et d'interaction de tutelle. Ici, c'est typiquement ce qu'on peut trouver dans une illustration d'un manuel scolaire pour apprendre le dénombrement à l'enfant. On apprend à compter à l'enfant et de façon implicite, sans nécessairement en prendre conscience, le professeur va renforcer l'idée qu'il y a un rapport entre nombre et longueur. Donc, on va organiser ces animaux sur finalement une ligne numérique et effectivement, on va montrer que plus il y a d'animaux, plus la ligne est longue, et on va même mettre une belle échelle sur la droite pour bien renforcer cette idée qu'il y aurait un lien entre nombre et longueur. Et donc, on voit comment, si on ne fait pas forcément attention, on va renforcer ce type d'automatisme dans le cerveau humain et que ces automatismes peuvent avoir des effets sur finalement la capacité à exprimer certaines compétences qui étaient présentes avant même, qui étaient présentes plutôt dans le développement. Alors, vous montrez aussi que ce qu'on peut montrer aussi, c'est qu'il y a de la variabilité interindividuelle. En fait, l'hétérogénéité, c'est aussi une norme d'une certaine manière. Il n'y a pas d'apprenant normatif. C'est une espèce de vue de l'esprit qui vient du modèle piagétien. En fait, il n'y a guère que de l'hétérogénéité. Il y a des lois générales de l'apprentissage, mais avec une très, très forte variabilité en fonction des individus. Et l'expression d'une compétence dépend aussi non seulement de ma capacité à résister aux heuristiques de mon système 1, mais elle dépend aussi de mes préférences ou de mes orientations spontanées, soit vers des informations qui relèvent plutôt et qui vont déclencher plutôt des stratégies du système 1, soit vers des informations qui vont plutôt déclencher des stratégies du système 2, analytique et délibérative. Et ici, ce qu'on a simplement demandé à des enfants de 4 à 5 ans de faire, c'est on leur donnait des petites cartes avec des points sur ces cartes-là. Et si vous regardez en haut à gauche, ici, on vous donne en bas une petite carte sur laquelle il y a 6 points d'une taille définie. Et on dit simplement à l'enfant qu'il doit classer cette carte, qu'il doit aller poser cette carte soit sur le tas de gauche, soit sur le tas de droite. Et on ne leur donne pas plus d'informations que ça. C'est juste un jeu de classification et de préférence de classification. Donc, s'ils vont mettre la carte sur le tas de gauche, ils auront tendance en fait, à avoir une orientation spontanée vers la taille des points. S'ils classent cette carte sur la base du tas de droite, ça veut dire qu'il a une préférence spontanée et il s'oriente spontanément vers le nombre. Et ce qu'on montre, c'est que ça, c'est très prédictif de leur tâche et de leur réussite à la tâche de conservation du nombre. Donc, réussir cette tâche de conservation du nombre, elle dépend finalement d'un certain nombre de paramètres. Un premier paramètre qui est finalement la force de mon heuristique, la force de mon algorithme et la puissance ou l'efficience de ma capacité finalement à être flexible et de ma capacité notamment à inhiber mon système heuristique pour réengager mon système analytique et délibératif.
Autre chose, ce qu'on montre aussi, c'est que dans cette séquence développementale, si on s'intéresse à toute la séquence qui va de l'échec à cette tâche de conservation du nombre piagétienne jusqu'à la réussite dans cette tâche de conservation piagétienne, on montre qu'il y a un moment du développement, chez les enfants par exemple de 4-5 ans, ils font des erreurs systématiques dans la tâche de conservation du nombre piagétienne. Ils sont, Piaget considérait que c'est des enfants non conservants, d'une certaine manière, ils n'ont pas la conservation du nombre, n'ont pas encore acquis la conservation du nombre. Mais ce qui est intéressant, c'est que si vous leur demandez un jugement de confiance par rapport à la réponse qu'ils produisent, alors même qu'ils produisent une réponse erronée, ils détectent déjà, d'une certaine manière, qu'ils sont en train de se tromper. Et ce que ça suggère, et on a plein d'autres recherches au labo qui démontrent que dans cette séquence d'apprentissage, il y a une première étape dans laquelle l'apprenant détecte le fait qu'il y a un conflit entre la réponse produite par l'heuristique, donc la réponse produite par le système 1 et la réponse produite par le système 2, mais il y a toute une phase où le système doit encore apprendre d'une certaine manière à inhiber le système 1 pour pouvoir activer le système 2. C'est ça la chaîne, je dirais, de développementale qu'on peut observer chez l'enfant dans chacun de ses apprentissages. Alors, pourquoi on insiste autant sur ce contrôle cognitif? Parce qu'effectivement, on sait que ces mécanismes de contrôle, au-delà du contrôle qu'on exerce sur ce système 1, il est extrêmement prédictif d'un certain nombre d'apprentissages, que ce soit à l'école ou en dehors de l'école. Ici, c'est juste vous citer une étude qui est une étude de cohorte sur laquelle on a suivi. Je crois que j'ai été figé, je suis revenu ou pas? Oui, tu es là, on ne t'a pas perdu, ça a été. Ok, très bien. Donc, c'est une étude de cohorte sur laquelle on a suivi pendant plus de 30 ans une cohorte d'enfants. On mesure chez ces enfants-là 3 types de variables liées à leur capacité de maîtrise de soi. Donc, justement, ces capacités de contrôle dont on a parlé jusqu'à maintenant, des capacités d'intelligence formelle qu'on pourrait évaluer avec le quotient intellectuel, et puis le statut socio-économique dont sont issus ces enfants. Et puis, on va suivre ces enfants sur 30 ans et on va regarder qu'est-ce qu'il est advenu de ces enfants une fois qu'ils sont sortis du système éducatif, leur réussite professionnelle, leur santé physique, leur santé mentale et leur bien-être. Et ce qu'on peut observer, c'est que quand on s'intéresse à la part de variance expliquée par ces 3 variables, que ce soit le statut socio-économique des familles, le quotient intellectuel ou les capacités de contrôle de soi, ce qui est le plus prédictif de la réussite scolaire, qui peut être d'une certaine manière liée au développement de l'intelligence, mais aussi de la réussite professionnelle, de la santé physique, de la santé mentale et du bien-être. Paradoxalement, ce n'est pas le quotient intellectuel entre 4 et 11 ans, c'est un peu le statut socio-économique des familles dont sont issus ces enfants, mais c'est surtout ses capacités de contrôle de soi. C'est pour ça qu'on a un tropisme si fort sur ce 3e système de pensée, c'est parce qu'effectivement, cette régulation des stratégies du système 1 semble être finalement un prédicteur important de la capacité de développer des comportements adaptés finalement à l'environnement, ce qui est en tant que tel une définition de l'intelligence humaine. L'intelligence humaine, elle se définit aussi par la capacité de l'organisme de s'adapter à son environnement. Alors ça, je vais le sauter parce que j'ai absolument pas le temps de vous présenter ça, mais je vais juste vous montrer comment on passe finalement de ces capacités de maîtrise de soi, très prédictives finalement de la réussite scolaire et de la réussite professionnelle, à finalement ce dont on parle ici, c'est-à-dire du contrôle plus cognitif de nos stratégies en compétition dans le cerveau. Alors généralement, je vous pose une petite question, mais on peut essayer de le faire rapidement. Vous me donnez les réponses dans le chat rapide. On va être dans une situation où je vais essayer de maximiser les réponses de votre système 1. Je vous présente un petit problème et vous me donnez la première réponse qui vous vient à l'esprit. Vous me l'écrivez dans le chat le plus rapidement possible. Et puis après, on essaie de déconstruire un peu qu'est-ce que ça veut dire et quand est-ce que cet automatisme a pu se créer au moment de vos apprentissages. Alors, c'est peut-être un biais de raisonnement que vous connaissez déjà. Donc, si vous connaissez déjà, ne donnez pas la réponse. Mais pour ceux qui ne le connaîtraient pas, jouez le jeu. Donnez-moi la première réponse qui vous vient à l'esprit. Si je vous dis une tablette et son étui coûte 240 €, la tablette coûte 200 € de plus que l'étui, vous me dites que l'étui coûte combien? Je vous laisse me répondre dans le chat rapidement. Allez, la première réponse qui vous vient à l'esprit, sans réflexion trop longue. OK, donc j'ai 2 types de réponses. Normalement, la prévalence est plus importante de réponse 40 que de réponse 20. Mais quand on le pose à un certain nombre de populations, que ce soit des populations éduquées, non éduquées, vous pouvez aller dans les plus grandes facs américaines
vous aurez le même type de réponse que si vous allez tester des gens qui ne sont pas forcément allés à l'université. La première réponse qui nous vient toutes et tous à l'esprit, c'est 40. Ensuite, quand on produit la réponse 40, parfois, on a une espèce de détection implicite qui s'opère dans notre cerveau. On produit 40 et en même temps, quand on dit 40, on sent bien qu'on est en train de produire une mauvaise réponse. Et évidemment, la bonne réponse, c'est 20. Donc, généralement, ici, vous faites toutes et tous de l'IA, donc peut-être que ça vous paraîtrait plus évident, mais généralement, quand je le présente, notamment aux enseignants, ça prend un peu de temps de déconstruire cette mauvaise réponse. Mais très rapidement, si l'étui coûte 40 €, comme on vous dit que la tablette coûte 200 € de plus que l'étui, à ce moment-là, la tablette coûterait 240 €, et 240 plus 40, ça fait 280, donc ce n'est pas la bonne réponse. La bonne réponse, c'est en fait 20 €, comme certains d'entre vous l'ont donné ici. Donc, on voit qu'on peut être arrivé au stade des opérations formelles, on est capable de raisonnement logique dans un certain nombre de contextes, vous avez toutes et tous fait des études, et pour autant, dans un certain nombre de contextes, on peut être de nouveau biaisé finalement par nos heuristiques de pensée. Ici, l'heuristique, elle est très simple, hein, c'est vous avez entendu plus que, et c'est vrai que dans la plupart des contextes, quand on entend plus que, il suffit de faire une soustraction pour trouver la réponse à ce type de problème. Et on voit bien que c'est un problème de contexte et pas d'âge, parce que si au même âge, je vous dis, hop, je vais essayer de revenir sur la présentation, une banane et un ananas coûtent 2,90 €, l'ananas coûte 2 €, combien coûte la banane? À ce moment-là, on ne se trompe pas. Et donc, on voit bien que ce n'est pas un problème de raisonnement, on voit bien que ce n'est pas un problème d'acquisition des compétences arithmétiques, on est tout à fait capable de le faire, mais en fonction du contexte, on a des éléments déclenchants, des situations pièges qui vont faire qu'on va avoir une réponse très rapide de notre système heuristique qui va venir court-circuiter notre système analytique et délibératif. Alors moi, en tant que développementaliste, ce qui m'intéresse, c'est quand est-ce qu'on crée cette heuristique. Finalement, à quel moment du développement ontogénétique, on a créé cet automatisme, plus que je fais une soustraction, moins que je fais une addition. Ce qui est intéressant, c'est qu'on l'a construit dans un autre contexte piège, mais cette fois-ci, c'est un contexte piège pour l'enfant. Vous verrez que pour vous, ce n'est absolument pas un contexte piège, mais c'est typiquement un contexte de résolution de problèmes arithmétiques à contenu verbal. Si vous présentez ce type de problème à des enfants, Pierre a 20 billes, il en a 5 de plus que Paul, combien de billes a Paul? Pour vous, c'est évident, vous trouvez 15 très rapidement, mais pour lui, pour un enfant de CM1, CM2, c'est difficile. Il aura tendance à vous répondre 25. Parce que son automatisme, qu'il a construit dans les années antérieures de ses apprentissages, par une espèce d'apprentissage statistique, c'est que quand j'entends plus, je fais une addition, quand j'entends moins, je fais une soustraction. Et on voit bien encore une fois que ce n'est pas un problème de logique formelle. Si vous posez le problème différemment, s'il y a une congruence entre l'énoncé du problème et l'opération arithmétique à effectuer, les enfants ne font pas d'erreur. Si vous dites Marie a 10 billes, Julie en a 10 de plus que Marie, combien de billes a Julie? À ce moment-là, il n'y a pas de difficulté spécifique pour l'enfant, il va vous répondre que Julie a 20 billes. D'accord? Donc, ce qui se passe, c'est que pour essayer d'expliquer à l'enfant son erreur dans ce type de contexte piège du type Pierre a 20 billes, il en a 5 de plus que Paul, on va lui expliquer, finalement, on va lui enseigner une stratégie analytique et délibérative. On va lui dire, bah, écoute, pour résoudre ce type de problème, ce que tu as besoin de faire, d'une certaine manière, c'est déjà de déterminer qui de Pierre ou de Paul a le plus de billes. On peut même en faire une représentation graphique. Et puis, rappelle-toi, on te dit que Pierre, il en a 5 de plus que Paul. Donc, en fait, ce qu'il faut faire ici, c'est une soustraction. Et ensuite, l'enfant va opérer la soustraction, il va résoudre la soustraction et il va pouvoir trouver la bonne réponse. Ça, il le fait un certain nombre de fois, sauf que c'est extrêmement coûteux pour son système cognitif. Et progressivement, en apprenant à résoudre ce type de problème, il va construire une heuristique. Et l'heuristique, ça va être, finalement, dans ce type de problème, si je change l'énoncé du problème, d'une certaine manière, ou si je prends l'inverse de la stratégie que j'utilisais jusqu'à maintenant, c'est-à-dire quand j'entends plus que, je fais une soustraction, quand j'entends moins que, je fais une addition, je vais pouvoir très rapidement arriver à la solution du problème, sans passer par toutes les étapes de la stratégie analytique et délibérative. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, le danger avec les heuristiques, c'est que si elles sont très adaptatives dans un certain nombre de contextes, comme elles sont très peu coûteuses d'un point de vue cognitif, elles se surgénéralisent à un certain nombre de contextes, même dans des contextes dans lesquels elles ne fonctionnent pas. Donc, je suis partiellement d'accord avec ce qu'a dit Frédéric. Frédéric disait, mais finalement, c'est parce qu'on comprend différemment le problème. C'est ça, mais c'est aussi, d'une certaine manière, la difficulté qui vient du fait que nos heuristiques sont peu coûteuses pour notre système cognitif. Donc, elles ont une potentiel de généralisation qui est beaucoup plus fort que nos stratégies analytiques délibératives. Et donc, elles se surgénéralisent à des situations dans lesquelles elles sont non pertinentes, voire même trompeuses, comme le premier problème que je vous ai présenté. Alors, des biais, il y en a plein. Et dans tous ces biais, ce qu'on montre, c'est qu'effectivement, on a des situations
dans lequel, finalement, ces stratégies heuristiques, ces stratégies système 1 viennent interférer avec ces stratégies analytiques et délibératives. Alors, la quintessence, c'est les biais de croyance dans la résolution des syllogismes. Vous savez comment fonctionne un syllogisme. Vous avez deux prémices et vous devez déterminer sur la base de ces prémices si la conclusion est valide ou non d'un point de vue logique. Donc, si vous connaissez celui-là, c'est le syllogisme canonique proposé par Aristote. Tous les hommes sont mortels, Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. Pas de souci, généralement, vous êtes tout à fait d'accord sur le fait que la conclusion découle logiquement des deux prémices. Je peux simplement vous montrer que si on change un peu le syllogisme et que je crée une conclusion qui est en opposition avec vos connaissances, ça va être beaucoup plus difficile pour vous d'accepter la validité logique du syllogisme. Si je vous dis par exemple, et on a montré au laboratoire qu'effectivement il y a une prévalence d'erreur qui est beaucoup plus importante, si je vous dis tous les mammifères peuvent marcher, les baleines sont des mammifères, donc les baleines peuvent marcher, d'un point de vue du raisonnement syllogistique, c'est parfaitement valide. Mais c'est effectivement beaucoup plus difficile d'accepter cette déduction logique, ou en tout cas d'avoir un raisonnement logique dans ce contexte-là. Donc, on voit comment, finalement, nos croyances, nos connaissances, ça va même au-delà de nos croyances, nos connaissances peuvent venir interférer avec notre raisonnement logique. Et ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez montrer que chez des enfants qui n'ont pas encore ces connaissances-là, si vous les amenez à raisonner sur les mêmes syllogismes, ils seront meilleurs que les adultes, simplement parce qu'ils n'ont pas encore développé cette stratégie heuristique et ou ces connaissances dans ce contexte-là. Alors, c'est vrai aussi sur des raisonnements plus probabilistes. Ici, c'est la négligence des taux de base. Si je vous dis, dans une étude, 1000 participants ont été testés. Parmi ces 1000 participants, il y en a 5 qui ont 16 ans et 995 qui ont 60 ans. Étienne joue à Fortnite 3 heures par jour, se connecte à Instagram et Snapchat plusieurs fois par jour et aime passer ses week-ends avec ses amis au centre commercial. Et on vous demande, est-ce qu'il est plus probable que Étienne ait 16 ans ou 60 ans? Et effectivement, les gens ont tendance à répondre qu'il est plus probable que Étienne ait 16 ans, alors même que vous faites une négligence des taux de base, puisque dans votre échantillon, vous avez 995 personnes qui ont 60 ans. Donc, indépendamment finalement de la représentation que vous pouvez faire d'Étienne, la bonne réponse, en tout cas d'un point de vue probabiliste, c'est qu'il est plus probable qu'Étienne, dans cet échantillon-là, en tout cas, ait 60 ans. Donc, on voit comment, effectivement, même dans des situations relativement simples, on peut avoir des erreurs systématiques de raisonnement. Ici, je vais passer parce que je voudrais aborder la fin de ce que je voulais vous présenter. Ce type de biais, il n'est pas uniquement déterminé dans un domaine purement du raisonnement cognitif. Il s'opère, et j'ai un peu entendu la problématique des apprentissages collectifs, il s'opère aussi dans des interactions entre les individus. Vous pouvez montrer par exemple que le conformisme social, qui est un autre type d'heuristique, qui est une heuristique sociale, qui est extrêmement importante pour l'espèce humaine. On est une espèce sociale, on a besoin de se conformer à certaines normes sociales, mais néanmoins, ça peut aussi amener finalement au pire. Le conformisme social, ça amène aussi l'adhésion à des normes totalement transgressives, simplement par la pression du groupe. Et ici, c'est simplement pour vous montrer comment on peut mettre en évidence les principes de conformisme social. C'est une étude qui a été faite en psychologie sociale au milieu des années 60, dans laquelle le principe est le suivant. Un participant vient au laboratoire, vous créez une situation dans laquelle en fait il y a 7 personnes qui sont de mèche, et puis vous faites une petite… Et le principe, c'est que ces 7 personnes vont donner leur réponse, en tout cas pour 6 d'entre elles, avant vous. Donc en gros, vous avez 6 personnes qui donnent leur réponse avant que vous puissiez donner votre réponse. Et puis il y a une dernière personne qui donne une réponse juste après vous. Donc vous êtes systématiquement en 7e position pour donner votre réponse. Et puis on fait une tâche totalement triviale. On présente une réglette, c'est ce qui est présenté sur la gauche, et on vous demande parmi les 3 autres réglettes qui sont A, B ou C, celle qui est de même taille. Vous voyez que c'est une tâche totalement triviale. La réponse est évidemment C, et l'expérience est créée de telle façon à ce que, avant vous, les gens vont, dans certains essais, donner une réponse qui est contraire à la bonne réponse. Donc, typiquement, vous imaginez, vous êtes en train de faire cette tâche-là, et puis tout d'un coup, le premier va dire A, le deuxième dit A, le troisième dit A, le 4e dit A, le 5e dit A, le 6e dit A. Et la question, c'est est-ce que vous allez dire A ou est-ce que vous allez résister finalement à cette pression sociale pour continuer à exprimer finalement votre rationalité dans ce contexte-là. On observe du conformisme dans 34% des cas. 75% des participants se conforment au moins une fois. 5% se conforment systématiquement et 25% ne se conforment jamais. Donc, c'est intéressant parce qu'on voit ici finalement que ces biais
ces heuristiques, elles ne relèvent pas que d'heuristiques cognitives, finalement, elles sont plus larges et elles s'expriment aussi dans le domaine social. Alors, pourquoi c'est important finalement de gérer ces conflits d'heuristiques et entre ce système 1 et ce système 2? On sait par exemple, il y a de plus en plus de données qui sortent qui montrent que effectivement votre capacité à raisonner de façon logique dans des problèmes pièges comme celui que je vous ai présenté sur la tablette et l'étui, c'est assez prédictif de votre capacité à discerner les vraies et les fausses informations. Donc, il y a un enjeu, je vais dire de façon plus globale, d'imaginer finalement une éducation à résister à ce système 1 pour réengager sa pensée analytique et délibérative. Alors, on a des données, nous, sur l'adolescent, parce qu'effectivement, on essaie toujours de regarder un peu ce qui se passe au cours du développement, et les données sont assez, finalement, assez alarmantes, parce qu'en tout cas, chez les enfants de 6e, ils ne discernent pas les vraies et les fausses informations. Et à tous les âges, par contre, ce qu'on observe, c'est qu'effectivement, ceux qui ont la capacité de raisonner de façon la plus logique dans des contextes pièges, donc ceux qui sont en mesure de résister à leur système 1 pour activer leur deuxième système analytique et délibératif, sont ceux qui sont, à tous les âges, les plus à même de discerner les vraies et fausses informations. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que c'est un peu ça l'enjeu. Est-ce que finalement, il y a une pédagogie qu'on pourrait utiliser pour débiaiser les individus et pour leur permettre finalement de réengager leur rationalité dans des situations pièges? Et donc, c'est ce que Olivier Houdet a fait au début des années 2000 et qu'on a transféré maintenant à un certain nombre de situations scolaires. Le principe, c'est d'utiliser une méthode expérimentale classique. Donc, on va proposer un test de raisonnement avant et après une intervention et on va contraster deux types d'interventions. Une intervention à droite qui est une intervention très classique dans laquelle on va expliquer dans un autre contexte finalement la règle logique qu'il faut utiliser dans… ici, c'est une tâche de raisonnement conditionnel, donc c'est des règles si-alors qu'il faut vérifier et falsifier. Donc, on explique comment on vérifie et on falsifie des règles conditionnelles. Ça, c'est un des groupes d'apprenants. Et puis, un autre groupe d'apprenants, on va avoir finalement une approche beaucoup plus métacognitive, c'est ce dont parlait Frédéric tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va essayer d'aider le cerveau de ces apprenants à détecter la situation piège, à identifier la stratégie du système 1 qui fait qu'il se trompe dans ce contexte-là. Et on va aussi leur apprendre, d'une certaine manière, à résister à ce système 1 pour réengager leur pensée analytique délibérative. Et ce qu'on va essayer de regarder, c'est est-ce que les progrès cognitifs, les progrès en termes de raisonnement, sont plus importants dans le groupe dans lequel on essaye simplement de renforcer le système 2 ou dans le groupe dans lequel on essaye plutôt de renforcer cette inhibition du premier système de pensée en passant par une approche métacognitive. Je ne vais pas vous faire ces deux tâches-là, mais je vais simplement passer directement à la conclusion de cette expérience et vous montrer que ce que vous avez en haut, c'est la part d'apprenants qui donnent une réponse logique en bleu foncé, et les deux histogrammes du haut, c'est avant intervention. Donc, ce que vous voyez, c'est qu'on a deux groupes qui ont été créés pour être strictement identiques en termes de proportion de participants qui donnent une réponse correcte et une réponse erronée dans ce type de contexte. Et que ce soit dans le groupe qui va avoir ensuite un apprentissage à la logique, donc c'est les histogrammes de gauche, ou ceux qui vont recevoir ensuite un apprentissage plus métacognitif, on en a 3 sur les 18 qui donnent une réponse logique, on en a 15 donc qui donnent une réponse biaisée. Si on regarde qu'est-ce qui se passe après l'apprentissage, ce qu'on voit, c'est que d'une part, ce n'est pas une solution miracle, il n'y en a que quelques-uns finalement qui sont en mesure de shifter d'une réponse biaisée à une réponse logique. Et on observe des changements de réponse uniquement dans le groupe sur lequel on a finalement mis la focale sur identifier l'heuristique trompeuse et apprendre à inhiber cette heuristique trompeuse. Donc, c'est ce qu'on voit sur l'histogramme en bas à droite. On a finalement 5 sujets qui donnaient une réponse biaisée, qui donnent ensuite une réponse logique. Et ce qu'on peut regarder maintenant avec l'imagerie, c'est aussi de regarder qu'est-ce que ça entraîne comme neuroplasticité fonctionnelle dans le cerveau humain chez les mêmes apprenants avant et après apprentissage. Et ce qu'on observe, c'est que avant apprentissage, on a essentiellement l'engagement de structures postérieures dans le cerveau, parce que les erreurs qu'on fait dans ce type de raisonnement, c'est essentiellement des erreurs d'appareillement perceptif. On va utiliser les formes géométriques qui sont citées dans la règle pour essayer de la falsifier, et qu'une fois qu'on a le bon levier finalement pédagogique, on entraîne une plasticité qui va permettre à l'apprenant de réengager les aires
qui sont engagés, notamment dans la résistance aux automatismes et dans le système logique dans le cortex préfrontal. Alors, pourquoi c'est important, tout ce qu'on dit là? Parce que ça a des répercussions très claires, notamment sur la crise sanitaire qu'on est en train de traverser. On sait par exemple qu'il y a des biais sur la capacité qu'on peut avoir à prédire la diffusion du virus dans la population générale. De façon générale, quand on demande des prédictions sur la diffusion d'un virus, les gens ont plutôt tendance à faire des prédictions linéaires et qu'il suffit qu'on les alerte sur le type de biais qu'ils peuvent avoir dans ce type de conditions pour qu'ils soient en mesure d'imaginer des courbes exponentielles de diffusion du virus et qu'ils soient plus à même de respecter les gestes barrières. Donc, on voit qu'il y a un enjeu, c'est-à-dire qu'apprendre à résister à son système 1, c'est qui joue pour la… On t'a perdu à apprendre à résister à son système 1. D'accord, donc j'en étais là. On voit bien qu'apprendre à résister à son système 1, c'est un enjeu de l'adaptation de l'organisme à son milieu. Voilà, typiquement, dans une crise sanitaire, si on n'apprend pas à résister à son système 1, on se retrouve dans une situation complexe. La crise qu'on traverse est paradigmatique de cette problématique-là. Et simplement finir là-dessus, vous dire que les émotions sont des vecteurs de rationalité. Quand on regarde dans la tâche que je vous ai présentée, dans laquelle on essayait de corriger des biais de raisonnement, ce qu'on observait et ce que Olivier a observé, c'est que s'engagent dans le cerveau humain des structures qui sont impliquées justement dans la régulation émotionnelle et justement dans une zone qui est assez liée aux marqueurs somatiques. Et effectivement, la correction de l'erreur, par définition, l'erreur produit une émotion et la capacité qu'on va avoir à réactiver finalement le souvenir de l'émotion qu'on a pu avoir dans ce contexte-là, c'est un vrai vecteur de transformation de nos réponses et ça nous permet d'une certaine manière d'être flexible et de changer de stratégie au cours du temps pour dépasser des erreurs systématiques. Et c'est ce qui fait qu'au laboratoire, on essaye aussi de comprendre comment, d'une certaine manière, les émotions contrefactuelles, comme le regret et le soulagement, peuvent être finalement des vecteurs de correction et de résistance aux automatismes dans le cerveau humain. Alors, une émotion contrefactuelle, c'est typiquement une émotion plus intellectuelle. C'est Théodule Ribot qui disait ça. Il y a des émotions qui sont intellectuelles, finalement, qui nous aident à raisonner. Une émotion, elle est contrefactuelle quand elle repose sur une comparaison entre ce qui est advenu et ce qui aurait pu advenir si on avait effectué un choix différent. Et donc, le regret et le soulagement, ça constitue deux émotions contrefactuelles. Et typiquement, le soulagement, c'est une émotion complexe qui est très déplaisante. Le regret, c'est je me suis trompé, ce n'est pas le soulagement, c'est le regret. C'est une émotion complexe, hautement déplaisante qu'on ressent quand on a le sentiment d'avoir manqué une opportunité. Et ce qu'on a essayé de regarder en ce moment au laboratoire, c'est de voir si on mettait finalement les agents humains dans des situations où on leur faisait anticiper le regret, si ça leur permettait finalement de guider des choix plus rationnels dans un certain nombre de situations. Et c'est ce qu'on a fait notamment avec Ipsos, dans lequel on a démontré que ce soit dans le domaine de l'anticipation de l'abstention dans des élections comme les élections au Canada ou dans le domaine de l'hésitation vaccinale, faire anticiper le regret que pourraient avoir les individus dans un contexte donné, c'est une manière de pouvoir leur permettre de résister à leurs heuristiques de pensée et réengager des pensées analytiques et délibératives. Donc, voilà, il y a cet enjeu de ne pas forcément dissocier émotion et raisonnement. Et en tout cas, il y a une classe d'émotions de haut niveau, contrefactuelles, qui peuvent être dans leur dimension d'anticipation des vrais vecteurs de correction et de l'irrationalité dans le cerveau humain. Et je vais m'arrêter là parce que je suis à 2 minutes du temps et que je vous ai dit à peu près tout ce que je voulais vous dire.